m'entendez? Surtout au fond, est-ce que vous, je pense que vous m'entendez, mais c'est au fond que ça compte. Ça va? Très bien. Merci. Je voudrais remercier le mouvement de la jeunesse israélienne de cette invitation ici. Vous remercier vous d'être présent dans cette salle, fait que vous êtes dans des conditions difficiles d'écoute, mais j'espère que ça ira quand même. On n'en a que pour 3 heures. Et donc, en l'occurrence, Mohamed et tous ceux, le président, le vice-président, les visibles et les anonymes, que j'ai pu même rencontrer au moment d'arriver, j'aimerais vous remercier de vos efforts pour rendre cette rencontre possible ici à Paris. Ça fait longtemps que je suis... En fait, ça fait un moment que j'interviens. Je ne suis pas tellement intervenu en France. C'est un week-end où on se fait quelques interventions. Ça fait un moment non plus que je n'étais pas intervenu à Paris. Je suis content d'y revenir à l'invitation du mouvement lié au Maroc, qui porte une partie de mon cœur, et je l'ai dit et répété. Ça ne veut pas dire que l'Algérie ne retient rien. Enfin, le football a ses raisons que ma raison ne saurait ignorer. Petit règlement de compte. La seule égyptienne de l'histoire, ou l'algérienne peu rancunière. Bref. Je suis content également du sujet, parce que c'est un sujet qui n'est pas simple, c'est un sujet complexe, qui demande une réflexion à l'opposé des simplifications auxquelles nous avons droit aujourd'hui par rapport à la pensée politique de l'islam, l'islam politique, ce qu'on dit, est-ce qu'on le simplifie. Donc je vais vous proposer de la façon la plus synthétique qui soit, vous comprenez bien qu'en 45 minutes, 1 heure de temps annoncé pour la conférence, mais je fais toujours plus, donc je vais quand même essayer de me restreindre. Il est difficile d'aborder toutes les dimensions d'un sujet aussi complexe que celui-ci. Donc ce que j'aimerais, c'est en mettre les grandes lignes en évidence, et puis par vos questions peut-être y venir à des choses qui sont plus concrètes à l'époque à laquelle nous sommes, mais je vais faire quand même un espèce de tour d'horizon historique, puisque c'est l'évolution de la pensée politique, et puis essayer de mettre en évidence un certain nombre des considérants de la pensée ou de la philosophie politique dans l'horizon et dans l'univers de référence islamique. Alors, en guise d'introduction, la première chose que nous avons à mettre en évidence, c'est que cette question-là, contrairement à ce que l'on en dit et ce que l'on en a traduit par l'orientalisme, par les questions politiques contemporaines, par l'émergence sur la scène internationale, à partir spécifiquement dans la conscience européenne et occidentale, de la fin des années 70 avec la révolution iranienne, on a dit l'islam politique, ça commence à être prégnant à ce moment-là. Même un certain nombre de spécialistes commencent à développer des théories sur cette question-là en disant que cette émergence, en fait cette visibilité durant les années 70 serait l'expression de quelque chose qui est tout à fait spécifique en matière de stratégie politique. Ces analyses-là ont le défaut d'être historiquement extrêmement courtes, scientifiquement tout à fait superficielles. Parce que l'histoire de la pensée politique, au sens où il s'agit de poser la réflexion de la gouvernance, du gouvernement et de l'autorité politique, est une réflexion qui remonte très très tôt dans la conscience légale musulmane. Très très tôt. Et le premier domaine, espace-temps et domaine dans lequel va s'inscrire la pensée politique ou la pensée du politique à partir du référent islamique, c'est l'expérience de Médine. C'est l'expérience de Médine et c'est donc cette période qui court entre 622 et 632, quand, à la suite de l'hégire, le prophète arrive à Médine et établit un cadre juridique et le sens de ce qui sera appelé plus tard la charte ou la constitution, mais surtout l'organisation
pour me réveiller. Je suis désolé de boire devant vous alors que vous ne buvez pas, mais il y a dans la tradition spirituelle quelque chose qui est toujours bon dans le sens du sacrifice. Voilà, donc, ce que disait Charge de midi. Voilà. Ouais, c'est gentil de me dire la charte, mais ça me c'est mon clé. D'accord. Donc j'ouvre la porte. Sur l'expérience médinoise, et donc on va avoir une réflexion sur la question du pouvoir, du gouvernement et de la façon dont les choses sont instituées. Au point que très tôt, dans la tradition légale de l'islam, c'est-à-dire celle qui va à partir de l'imam Malik comme premier penseur systématique de ce qu'on va appeler le fiqh, le droit à la jurisprudence, le fiqh en arabe voulant dire la compréhension profonde des choses, mais qui en termes spécialisés veut dire droit et jurisprudence, va commencer à déterminer ce qui va être une dimension très importante de la pensée politique. C'est la gestion du pouvoir et de l'autorité. La gestion du pouvoir et de l'autorité, c'est trois choses. C'est qui a autorité à lire le texte, qui a autorité à produire une réflexion légale à partir du texte, et qui peut avoir l'autorité de gérer les affaires des hommes à partir de l'autorité du texte. Vous me suivez? C'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. Ça n'est pas parce que j'ai autorité à lire le texte que j'ai autorité sur les hommes à partir du texte. Je peux avoir l'autorité du droit, mais pas l'autorité du politique sur le droit. Et tout cela est codifié très très tôt. Et on a une pensée qui va être sur cette expérience-là, la deuxième partie de la révélation, sur sa tranche historique de 23 ans. Et donc pendant 10 ans, 11 ans en fait, en termes de comptable, il va y avoir une réflexion qui très vite, chez les juristes, chez les savants musulmans, va déterminer les trois dimensions. Qu'est-ce qu'est l'expérience médinoise du point de vue du modèle du gouvernement, de gestion du pouvoir et de distribution de l'autorité. Oui, donc c'est aussitôt que cela qu'on va déterminer cela. Donc c'est pas quelque chose qui vient d'arriver et qui vient de tomber. Maintenant, il faut faire attention. Avoir pensé à cela à un moment de l'histoire ne veut pas dire qu'on y a toujours pensé de la même façon. Oui, on a essayé de comprendre l'expérience prophétique pour pouvoir extraire de l'expérience prophétique des principes qui, au centre de ces principes, devraient historiquement nous permettre de répondre à nos défis contemporains. En d'autres termes, l'expérience de l'origine est celle dont on tire des principes universels pour pouvoir nous permettre de répondre aux défis de l'époque à laquelle on vit. On ne revient à l'origine que pour pouvoir trouver les meilleures réponses à l'époque dans laquelle on vit. C'est ça le processus de la fidélité, et qui est transversal dans la pensée musulmane et qui est transhistorique aussi fondamentalement. Donc, on a de ce point de vue-là une vraie réflexion à l'origine, très tôt, sur l'autorité, sur le pouvoir et sur le gouvernement, et sur les modalités du gouvernement, et sur une dimension que nous n'étudions pas suffisamment, mais pour n'importe quelle personne qui étudie la figure prophétique dans la tradition musulmane, c'est la détermination du pouvoir et de son autorité en tant que réceptacle de la révélation, en tant que guide des hommes, en tant que gestionnaire des affaires humaines. Et pour les savants, très tôt, ça n'est pas la même autorité. Samir Anawar, nous avons entendu et nous obéissons, c'est quand la révélation vient pour tout ce qui est codifié et immuable. Mais pour tout ce qui est stratégie humaine, il y a contestation même de l'autorité à partir du moment où sa qualité d'être humain est en jeu dans les décisions humaines qu'il prend. C'est Mundel, le compagnon, qui vient vers le prophète Abad et qui lui dit « Là où nous sommes, c'est ton opinion, c'est une révélation. Est-ce que ça vient de Dieu qui t'a dit qu'on soit là, ou est-ce que c'est toi qui as décidé ?» Et la réponse est « C'est mon opinion ». Et la réponse de l'homme est de contester cette opinion, en disant c'est pas ici qu'il faut être, stratégiquement c'est pas bon, il faut empêcher l'ennemi d'avoir accès au puits. Si vous relisez cette histoire-là, elle est extrêmement intéressante. Qu'est-ce que c'est?
c'est un homme qui vient dire l'autorité qui t'est donnée au nom de la révélation, je ne la conteste pas. L'autorité que tu es dans la gestion des œuvres, je la conteste et tu peux te tromper. Tu es humainement, potentiellement en tort. En tant que prophète, je reconnais le caractère indéniable de la révélation. Distinguant les autorités. L'une qui se conteste et l'autre à laquelle on adhère parce que l'on y croit. Donc déjà, on a quelque chose qui va avoir un impact très important sur le plan politique. C'est-à-dire, est-ce qu'il prend des décisions comme messager qui ne se trompe pas sur le sens du texte, ou comme guide et leader des hommes qui peut se tromper sur les stratégies. Deuxième exemple fondamental sur lequel il va y avoir une réflexion très très tôt là-dessus, on est donc ici sur la notion de la gestion du pouvoir et de l'autorité, c'est cette dimension de Ghazwat Uhud, c'est-à-dire la bataille de Uhud. C'est la deuxième des batailles et des confrontations qu'il y a avec les gens de la Mecque qui l'ont opprimé et dont il a fui l'oppression, se retrouve à Médine, et ils ont vécu la première expérience de Badr. Et dans la première expérience de Badr, ce fut une victoire. Et il y a une deuxième expérience, une deuxième bataille qui arrive. Et tout à coup, une vraie question de stratégie est à l'ordre du jour. À Badr, ils sont sortis de Médine et ils ont combattu à l'extérieur et ils ont gagné. À Uhud, il y a une vraie question. Est-ce qu'on doit attendre l'ennemi à l'intérieur de la ville ou est-ce qu'on doit sortir le chercher? Et le prophète, lui, il est de l'opinion, il faut les attendre. Il faut les attendre dans la ville, il ne faut pas sortir. Et des jeunes qui n'avaient pas participé à Badr et qui voulaient avoir le même bénéfice symbolique, spirituel et de sacrifice que ceux qui avaient participé à Badr, veulent sortir, veulent aller combattre à l'extérieur. Et il y a une discussion. Sortir ou ne pas sortir? Discussion de stratégie, qui n'est pas dans la révélation. Le Coran ne dit pas sortez ou restez. Le Coran, il dit résistez et ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas l'oppression vous éliminer. Donc elle dit le principe de la résistance, elle ne dit pas les modalités de sa mise en application. Et qu'est-ce que fait le prophète? Il réunit un conseil et discute avec des compagnons. Et à ce moment-là, il est, lui, dans une position de minorité. Il est pour rester, la majorité pour sortir. Il consulte, c'est-à-dire consulte-les dans les affaires, il le fait, et il est en minorité, et il décide de suivre la majorité. Il envoie un message à tous ceux qui le suivent. Mon autorité de messager est relativisée quant à ma gestion du pouvoir en tant que leader d'une communauté. Comme leader d'une communauté, je distribue le pouvoir et sous l'autorité de la majorité, je suivrai la stratégie. Non seulement ceci est très important, c'est que le Coran, ils vont perdre, ils vont être en défaite, ils vont perdre cette bataille-là. Parce que la stratégie, ils auraient mieux fait de rester. Ils sortent, ils perdent, et ce qui est dit dans le Coran, si tu avais été dur avec eux, si tu avais, ils auraient fui, ils auraient, c'est-à-dire ils seraient laissés. Et donc, tu dois continuer à demander pardon de eux d'avoir été dans une espèce de volonté d'en découdre, de ne pas avoir écouté la sagesse, mais tu dois continuer le principe de consulter dans les affaires. Regardez ce que je suis en train de vous dire ici, c'est des volumes de textes qui vont être écrits sur ça, sur ce que je suis en train de vous dire. Et c'est déjà la vraie pensée politique. Comment se distribue le pouvoir? Comment est-ce qu'on gère le pouvoir? Et lui, qui reçoit la révélation et dont on ne discute pas l'autorité quant à la révélation, se voit en minorité quant à la stratégie et il suit la majorité. Même dans la défaite. Et après la défaite, le Coran vient lui dire, même le résultat fut une défaite, le principe demeure, tu consultes dans les affaires des gens. Ça veut dire que le principe de la distribution de l'autorité politique ne se discute pas, même si on fait des erreurs de choix. C'est ça que ça veut dire. Et donc là, vous avez une pensée qui va être très longue là-dessus, et qu'il ferait bien, il serait bon que certains intellectuels et que certains savants aujourd'hui comprennent que la justesse d'un principe ne se mesure pas forcément au succès du résultat. On peut avoir raison sur le principe et s'être trompé sur le résultat, et le principe demeure.
Donc une première dimension ici qu'il faut que nous retenions. Et quels sont les principes sur lesquels la pensée musulmane classique, en ce qui concerne l'autorité et le pouvoir, va se déterminer? Les mots que je viens de prononcer maintenant. Le premier, c'est un terme qu'on trouve 2 fois dans le Coran et dont il y a une sourate qui s'appelle comme ceci, c'est le terme de shura. Délibération, consultation, ça va être un élément extrêmement important. Amruhum shura bainahum, leurs affaires sont gérées de façon dans la consultation, dans la délibération. Ça, c'est un des versets. Et l'autre, washawirhum fil amr, c'est-à-dire consulte-les dans les affaires. Voilà les 2 versets qui renvoient à cette idée qu'il y a dans l'autorité politique, le principe de consultation. L'autre chose qui va être déterminante, c'est à partir de la consultation, c'est comment se gère, c'est-à-dire comment se décliner. C'est les principes, le principe de la majorité, qui doit participer à ces conseils où on va prendre des décisions, est-ce que c'est le tout un chacun, est-ce que ce sont des gens spécialisés? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir une pensée qui dans le premier temps se réfère à des concepts et le temps passant va commencer à élaborer des structurations de l'autorité du pouvoir. Et le travail de synthèse qui va être fait sous une crise, à un moment de crise, 10e, 11e siècle, où il y a une vraie crise de l'autorité. Pourquoi? Parce que autant pendant le Khulafa al-Rashidun, c'est-à-dire les 4 premiers successeurs, il y a un principe de cooptation, mais attention, c'est un principe de cooptation qui pourrait être lié simplement à la diminution du rôle de l'État, à la penser que le marché économique a les moyens de s'autoréguler, jusqu'à la pensée néolibérale contemporaine. Ou d'un autre côté, le communisme qui vous dit, en matière d'autorité politique, ce dont il faut tenir compte, c'est des principes de catégorisation économique et pas simplement de structuration politique. Il se peut que la structuration politique cache d'autres réalités de distribution de pouvoir à partir du référent économique. Et que finalement, ce qui est important, alors de la pensée socialiste d'abord, c'est le rôle de l'État comme régulateur de ses forces, et puis la pensée communiste qui va beaucoup plus loin que cela et qui dit en fait il faut renverser la structuration politique par une application de la justice à partir du statut économique de la personne. Vous voyez donc ces distributions-là. Eh bien toutes ces idéologies, qui sont des idéologies politiques, qui vont penser le politique et ses modèles, eh bien vous allez vous rendre compte très tôt, dès d'ailleurs le 10e et 11e siècle, on voit bien où se situe le Mawardi quand il va structurer le pouvoir. Lui, ce qu'il veut, c'est se dire, qu'est-ce que je peux dire à partir des textes qui soient une réponse aux crises de mon époque et qui peuvent donner de la légitimité à qui a le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, celui qui a le pouvoir n'a plus sa légitimité. En d'autres termes, il est dans un processus de relégitimisation du pouvoir politique, et donc il produit un modèle qui répond à cela. Et ce qu'on va avoir, c'est que dans la pensée politique islamique, on va avoir des interprètes des textes qui répondent déjà aussi à des projections qu'ils ont sur ce texte. Donc vous allez avoir une pensée politique islamique dont certaines consonances sont très à droite, sur le plan de nos discours contemporains, ou très à gauche, ou radicaux, ou complètement conservateurs et tout à fait en accord, par exemple, avec des compositions capitalistes. Donc, en l'occurrence, penser qu'il n'y a qu'une seule pensée politique de l'islam et qu'il serait, parce qu'on a les textes, on est tous d'accord, non. Vous avez aujourd'hui, partout à travers le monde, une pensée politique qui se réfère à l'islam qui est très capitaliste. Et une pensée politique qui se réfère à l'islam qui est très à gauche, qui est même à l'extrême gauche, qui est même dans la radicalité, et qui peut être révolutionnaire. Ce sont les mêmes textes, mais pas les mêmes lecteurs. Et donc il y a forcément quelque chose à considérer. Il ne s'agit pas simplement de savoir qui lit le texte, il est important de savoir d'où est-ce que celui ou celle qui lit le texte d'un point de vue social et politique. On ne peut pas faire l'économie de ça. Et faites attention à ceux qui ne vous disent qu'en fait, la seule question qui est importante, c'est la culture de celui ou de celle qui lit le texte. C'est tout à fait vrai.
Quelqu'un qui vit dans un monde patriarcal lit le texte avec les yeux d'une société patriarcale. Donc il va orienter le texte de cette façon-là. Mais c'est le vrai aussi d'un point de vue économique. C'est vrai que quand vous êtes proche du pouvoir, vous lisez le texte avec quelques considérations pour le pouvoir qui vous paye. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être des pensées qui peuvent aller dans le sens d'un capitalisme, de défense du marché. Vous allez voir, c'est très concret ce que je vous dis, on va y arriver maintenant. Ça peut être dans une pensée socialiste, ça peut être dans une pensée voire radicale. Donc il y a une diversité. Ce qu'on va essayer de faire, c'est remonter, excusez-moi, j'aimerais le faire pour une séquence historique beaucoup plus longue, ça serait un séminaire de travail, parce que c'est vraiment des choses qui sont importantes, parce que dire l'islam et la religion, l'islam et la politique c'est un, c'est une formule très courte. Dire il n'y a pas de religion, il n'y a pas de relation entre religion et politique, c'est aussi court que l'autre. Les deux sont faux. La question c'est qu'il y a toujours une relation. La question c'est de savoir comment on articule. Il y a toujours une relation. Même quand quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de relation, il y en a une. Bien sûr. Même dans une société laïque, le positionnement du refus de la religion dans l'espace public, il y a une relation qui se nie, mais qui se construit à partir de cela. Vous ne comprenez pas le discours français sur la religion si vous n'avez pas compris les tensions énormes fin du 19e siècle, début du 20e siècle, entre l'État français et la fille, en tant que fille aînée de l'Église, et de ce rapport d'autorité et de pouvoir avec le pape. Vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Donc, ce que disait Lewis et qu'a repris par la suite Gauchet, c'est de dire, finalement, dans la représentation même de la laïcité maintenant, c'est toujours une relation d'un rapport. C'est pour ça que certains l'appellent catho-laïcité. C'est une laïcité qui s'est construite à partir du rapport avec le catholicisme, qui s'est construite ainsi. Et donc, c'est aussi qu'il faut considérer l'absence de religion n'induit pas que vous ne devez pas étudier la religion pour savoir d'où elle est absente et pourquoi elle est devenue absente de ce domaine-là. En d'autres termes, qui étudie la laïcité sans comprendre la religion étudie une jambe d'un système. Et vous n'allez pas loin sur une jambe. En tout cas, dans ce processus d'analyse-là. Donc il faut, de ce point de vue-là, comprendre que, du point de vue de cette histoire-là, il faudrait l'amplifier et densifier cette étude-là. Je vais simplement mettre en évidence un certain nombre d'horizons que je considère comme étant des horizons clés. Après, on pourra débattre de cela, en sachant, je vous prie de m'en excuser, le caractère partiel de l'exposé, lui égard au temps qui m'est imparti ici. Première des choses, si nous en venons à la fin du 19e siècle, et qui sont simplement, c'est l'époque la plus opérante pour nous aujourd'hui, pour comprendre comment les choses se sont passées. Première des choses qui va être la redécouverte de la dimension politique de l'islam, ou pas la redécouverte, je dirais sa nouvelle traduction. Elle a toujours été présente, mais une nouvelle traduction va s'opérer essentiellement sous la colonisation. Sous la colonisation, c'est-à-dire à un moment de cette histoire, le sentiment d'être dominé et dominé par l'Occident n'est pas nouveau. Il date dans la conscience musulmane très très tôt, à partir du XIVe siècle. À partir du XIVe siècle, fin du XIIIe siècle, XIVe siècle, il y a cette idée, nous sommes dominés, et l'Europe, l'Occident, l'Europe en l'occurrence, est la civilisation qui domine et qui détermine les structurations politiques et les structurations ou le rapport de pouvoir. Ça, c'est un élément. Au XIXe siècle, tout ce qu'on a dit de la pensée d'Al-Hadrami et de son élève Abd, fin du XIXe siècle, et avec l'exposé extrêmement important de Al-Hadrami à Istanbul, 1870, où il détermine que la résistance à la colonisation britannique se fonde et doit se fonder sur le caractère transnational de la référence islamique. En d'autres termes, il dit une chose qui est factuellement vraie. Les Britanniques, il avait une obsession de la colonisation britannique sans être négligent de la colonisation française. Mais il avait compris une chose, toute l'entreprise du colonialisme a été de séparer les peuples colonisés de leurs références potentielles comme instrument de résistance. En d'autres termes,
créer des nations, séparer les peuples à l'intérieur de l'Empire ottoman pour faire en sorte que la référence transnationale islamique ne soit pas opérante. Et lui, il appelle les princes à faire trois choses. Mais il parle, lui, aux dirigeants. Il parle aux princes, il ne parle pas au peuple. C'est plus tard, pratiquement 25 ans plus tard, qu'il dira à Abdou, je me suis trompé. J'aurais dû éduquer les peuples à comprendre la référence. Ça a été un mouvement politique complet. Ça a été un mouvement de résistance. Donc on ne comprend pas la pensée politique de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle si on ne comprend pas cela. Et qu'on ne comprend pas comment ça va se traduire. Et tout ce qu'on va trouver chez Al-Rani, chez Mohamed Abdou, des mots qu'on connaît. Un, la Shura, donc l'exercice de la consultation. Deux, la référence à quoi? Les Sharia. Les Sharia, c'est perçu comme quoi? C'est pas du tout perçu comme un horizon économique, comme un horizon d'une voie. Non, c'est une chose. C'est en quoi le politique va déterminer l'application du légal. Comprenez-moi bien, ça c'est une chose importante, c'est que la référence de la charia, et ce n'est pas un hasard aujourd'hui, si vous avez des orientalistes, et si vous avez aujourd'hui des commentateurs, ils ne voient le terme charia qu'en termes de loi. Mais ça ne vient pas uniquement d'eux, ça vient de la pensée musulmane elle-même, qui a réduit la notion de la charia à l'ordre du gouvernement qui applique la loi. À tel point d'ailleurs, que certains savants vont dire, si vous voulez appeler un horizon Dar el-Islam, posez-vous la question de savoir qui est le leader et quelles sont les lois qui sont appliquées. Et comme troisième, quatrième condition, qui détient la terre? Oui, c'est qui est le propriétaire de la terre. Et la troisième des références, est-ce qu'ils sont en majorité ou en minorité? C'est quantifié, c'est structurel et c'est strictement politique. La loi est le pouvoir de la loi. Et on réduit la charia à ça. Et très tôt, cette référence à la charia va être de cette nature-là. Elle ne va pas du tout être une compréhension de l'alternative économique au pouvoir, mais au modèle politique de sa gestion. Pourquoi? Parce qu'on est en phase de la colonisation politique. Donc vous avez une pensée politique islamique qui est totalement en phase avec les défis qui sont les siens. Exactement comme El Mawardi va restructurer le pouvoir pour lui donner légitimité alors où il est en crise. En d'autres termes, la pensée politique est toujours le produit d'une histoire spécifique. Oui, il faut l'étudier. Ce n'est pas parce que les textes sont éternels que les hommes pensent éternellement. Ils pensent conjoncturellement, circonstanciellement, pour le pouvoir ou contre le pouvoir, ou à mi-chemin entre l'opposition ou le soutien. C'est tout ça. Il faut toujours poser la question de savoir, celui que vous lisez, où se situe-t-il vis-à-vis du pouvoir? C'est une très très bonne question. Quand vous lisez quelqu'un qui vous parle du pouvoir, posez-vous la question de savoir quelle est sa relation. Et parfois, où se trouve son porte-monnaie. C'est vrai. Donc, et l'arcane, les règles, deux, et Sharia, on questionne cela, et puis Shura, comme espace de délibération. Et ce qui va être déterminant pour eux, c'est très souvent de se dire, l'intuition, qui apparaît très tôt chez Abdou, il dit comment est-ce que le pouvoir politique du colon s'inscrit pour nous faire mal comprendre notre charia, pour nous faire mal appliquer nos lois. C'est des domaines qui vont être inscrits dans le domaine de la pensée politique. Et lui, Abdou a cette intuition, il dit, il y a une chose qu'il faut faire, tout processus de libération politique passe par la libération de l'éducation. C'est quand vous libérez l'éducation et les consciences que vous pouvez avoir un accès à un pouvoir politique qui se libère. En d'autres termes, la colonisation pour inscrire son pouvoir politique a colonisé l'expression de la pédagogie et de l'éducation. Ce qui n'est pas faux, raison pour laquelle sa réponse à El-Rani, à un moment donné, c'est de dire, il ne faut pas qu'on parle aux princes, il faut qu'on forme des citoyens, il faut qu'on forme une élite de gens qui résistent, parce qu'il faut qu'ils aient le pouvoir de cette résistance-là. La colonisation, c'est aussi une colonisation des textes et de ce que l'on enseigne. Il faut quand même que vous sachiez que sur les 56-57 pays qui ont pu être de majorité musulmane, 70% des programmes éducatifs dans ces sociétés-là sont directement sous l'influence ou sous l'autorité d'agences occidentales. Là maintenant, alors je vous parle, donc c'est pas rien. Mais même dans la discussion qui s'est passée en France sur la question de la laïcité, ça a été très important la discussion sur l'école.
c'est qui a l'autorité sur l'enseignement de l'école. Et ça a été une lutte entre l'Église, on peut laisser l'État, mais l'Église, elle était très très liée à cette question de l'école. La raison pour laquelle, quand aujourd'hui vous entendez des voix en France qui vous disent l'école est un sanctuaire, c'est comme un temple, et on y entre d'une certaine façon. Vous pouvez rire jaune, mais vous ne pouvez pas rire de l'histoire qui a conçu ceci, parce que ça vient de quelque part. Donc, ce que j'aimerais mettre en évidence ici, c'est comment ceci s'est structuré dans cette première étape de ce renouveau de la pensée fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et là, on va se trouver au début du 20e siècle avec une première réalité de la diversité. Parce que c'est à ce moment-là, sur les traces de Mohamed Abdou, qui meurt en 1905, qu'on va avoir apparaître, en même moment où en Occident on a l'émergence de plus en plus forte d'une référence politique ou d'une idéologie politique qui dit que le maître mot pour la libération passe par le questionnement de l'organisation économique, et c'est le communisme. Et c'est l'expérience russe qui va à 1905, ensuite 1917. Tout ça est très important parce que ça va revenir dans le monde musulman sous et avec ces mouvements communistes et sécularisés et influencés par les idéologies occidentales. Ça va jouer un rôle. Pourquoi je vous dis ceci? Parce qu'encore une fois, comprenez que la production de la pensée politique islamique, elle est liée à des contextes et à des nouvelles questions qui viennent. Et vous allez voir que ça va être intégré chez certains, toute cette pensée communiste, qui va avoir un rôle sur tous les courants religieux du monde. La théologie de la libération, c'est la lecture de la Bible par les yeux de la structuration née et développée par le communisme qui vous dit vous ne lisez pas la Bible uniquement en sachant que le pape a autorité, mais que celui qui lit la Bible et qui ne la lit pas par les yeux du pauvre va informer et déterminer une société où le pauvre reste pauvre. Le processus de libération est de lire la Bible par les yeux du pauvre et de savoir que la Bible donne aux pauvres la possibilité de se libérer de l'oppression du riche. C'est très communiste, c'est très marxiste. Comment on les appelait les théologiens de la libération? Les rouges. Ils étaient à gauche de la gauche dans un processus de relecture. Alors certains refusaient le qualificatif communiste, d'autres l'acceptaient. Mais ce qui était le plus important, c'est qu'ils relisaient la Bible, non pas simplement dans le schème de la structure politique, mais de l'organisation économique dans la distribution des pouvoirs. Vous voyez? Et ça, vous allez le trouver dans les musulmans, la même chose. Alors, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on va trouver l'émergence de ce qu'on va appeler l'islam politique. Et l'émergence de l'islam politique, important, c'est de se rendre compte que certains qui sont partis en exil vont intégrer toute la pensée séoudienne à cette idéologie de base. Et la pensée séoudienne à cette idéologie de base, c'est que c'est une pensée, là vous voyez, vous commencez à voir la diversité, on est à ce moment-là, dans les années 30, 40, 50, qu'est-ce qui émerge dans les pétromonarchies? La présence du pétrole, la présence d'une extraordinaire manne financière. Et là, vous apercevez que les Britanniques, qui sont en train, depuis des années, de participer au démembrement de l'Empire ottoman. Vous connaissez tous la figure de Laurence d'Arabie. Entrent et font croire aux Arabes qu'en luttant contre l'autorité turque, ils vont avoir l'indépendance. Donc ils vont être les uns contre les autres. L'intuition de El Ravrani. Ils nous divisent. Ce qui aurait dû être notre caractère commun est aujourd'hui lié à une lutte de nation. Le nationalisme qui oppose plutôt que la référence qui unit. Donc il avait cette intuition-là. Et Laurence d'Arabie et toute la politique française et britannique va consister à s'opposer. Ce qui est important de comprendre à ce moment-là, c'est que vous allez voir l'émergence de référents islamiques, comme par exemple aujourd'hui dans les États du Golfe, qui est politiquement, soi-disant, islamique, économiquement complètement capitaliste. Là, on ne parle pas de réforme agraire. On est complètement dans le système. Pourquoi? Parce que ceux qui vont détenir la réalité de la production du pétrole, ce ne sont pas les États eux-mêmes, ce sont des grandes multinationales dont les sièges sont en Occident. Et donc il y a, vous faites ce que vous voulez en termes de pensée politique islamique, coupez les dettes, lapidez, faites ce que vous voulez, l'économie est capitaliste
le paravent est islamique. Et ça produit une pensée qui est une pensée politique. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas islamique. Ça a été produit par une société majoritairement islamique. Mais sa capacité, sa spécificité, c'est de dire ce qui est islamique, c'est la loi et la charia. Mais la charia, c'est dans les lois de la structuration du pouvoir. Vous allez là-bas et vous dites, je pense qu'il faudrait des élections, et vous avez toute une armada de savants musulmans qui disent, mais de quoi tu parles? Où est-ce que tu as vu intikhabat dans le Coran? Il n'y a pas d'intikhabat. Donc il n'y a pas d'intikhabat, ça veut dire élection. Donc en fait, une lecture formelle, légale, mais qui est islamique, qui va déterminer une lecture totalement capitaliste d'un point de vue économique du texte coranique et qui sauve l'apparence de la gestion du modèle politique, qui est un modèle qui détermine qu'on ne doit pas aller vers la démocratie parce qu'il n'y a pas de démocratie dans le Coran, qu'on ne doit pas aller vers l'élection parce qu'il n'y a pas d'élection dans le Coran, qui lise les textes de façon littérale mais qui produisent un certain type, qui est en totale opposition avec ce qu'on a dit des frères dans les années 20 et dans les années 30. Mais c'est deux lectures dont vous ne pouvez pas dire que l'une existe et l'autre pas. Maintenant, certains d'entre vous peuvent être assis et me dire « Ah ben il y en a une qui est plus islamique que l'autre. » Ok, prouvez-le-moi. Développez les arguments qui vous permettent de dire « Il y en a une qui est plus islamique que l'autre. » Mais si vous devez faire ceci, vous devez revenir aux sources et déconstruire, essayer de comprendre comment les uns jouent avec les éléments et comment les autres... Parce que quelqu'un pourrait vous dire, au Pakistan, on a eu cette discussion-là. Au Pakistan, certains sont venus en disant, il faut une réforme agraire. Et on a eu une opposition de l'intelligentsia des savants musulmans au Pakistan en disant, il n'y a rien dans le Coran qui permette de diviser les terres. Parce que quand vous êtes propriétaire, c'est sacré. C'est-à-dire que tout à coup, vous avez une défense islamique de la propriété privée inviolable. Et d'autres vont dire, ah non, c'est sacré tant que tu n'exploites pas. Mais si tu exploites, alors c'est le droit du pauvre qui est sacré sur le droit du riche. Ah, et qui décide de ça? Et voilà où on en est, la diversité des lectures. Et qu'est-ce qui va légitimer les lectures? D'où parle celui qui parle. Donc quand vous parlez de la pensée politique islamique et son évolution, vous devez prendre compte de tout cela et de comprendre cette diversité-là. Benabi, en Algérie. Il est le premier, un des premiers, on l'a complètement oublié, même dans les sciences aujourd'hui occidentales, où on dit la mondialisation, ça a 20 ans. Ça fait 50 ans que lui dit que nous allons vers l'ère de la mondialisation. Et donc il est dans une perspective que, effectivement, il y a quelque chose qui doit être un processus de libération des populations musulmanes, et il n'hésite absolument pas, lui, à parler de démocratie. C'est-à-dire utiliser le concept de Shura comme distribution du pouvoir et d'autorité des peuples pour décider de qui va être le leader et de la transparence. Donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui la gouvernance, c'est la bonne gouvernance, de l'éthique du gouvernement. Donc, il n'a... Notre politique, c'est de passer par les syndicats. Alors après, vous pouvez vous dire, bon, c'est une... Mais attendez, c'est plus de 40 ou 50 ans d'histoire avec 28 millions d'adhérents. 26 millions et 28 millions d'adhérents, des mouvements de base dont on sait en Indonésie que rien ne peut être décidé si vous ne passez pas par ces éléments-là de référence. Alors là, vous avez à étudier ceci, c'est quelque chose qui est encore complètement différent du monde arabe. Et le monde musulman, c'est pas le monde arabe. On déplaise aux Arabes. Il y a tous ceux qui le réduisent au statu quo qu'il y a dans le monde arabe aujourd'hui. Donc il y a toutes ces dimensions-là. Ajoutez à cela l'exemple qu'on peut aussi, entre l'Europe et l'Asie, de la Turquie, une chose, une pensée islamique qui a énormément évolué entre... Et c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que la pensée musulmane, aujourd'hui, elle évolue, en termes de politique, elle évolue très vite. Erbakan, qui a été le maître à penser de Erdogan. Lui, il est totalement en opposition avec ces idées qu'il faut entrer en Europe. Lui, il dit qu'il faut faire un G8 des opposants au G8. Et une force islamique, il va réunir l'Iran, l'Indonésie, et il les réunit. Il va tenir une année. La position de son propre fils intellectuel et spirituel, c'est de dire qu'il faut rentrer en Europe. Il dit exactement le contraire. Ils sont avec le même référentiel islamique, mais avec des stratégies complètement différentes. C'est aujourd'hui que Erdogan dit à l'Europe, vous ne voulez pas? Ben on n'y viendra pas.
On va aller voir du côté de la Chine, on va aller voir du côté de l'Asie, il y a des choses intéressantes et il resitue sa position. Et tout à coup, ce qui est assez intéressant, quand j'étais aux États-Unis récemment, où on entend des gens qui étaient pour la Turquie qui va entrer, maintenant ils ont pris des distances vis-à-vis d'Israël, pris des distances vis-à-vis des États-Unis, ouvert un canal sur l'Est, on a dit « Ah, mais ce sont des islamistes ». Donc hier, c'était des musulmans modérés, maintenant ça redevient des islamistes. Mais comprenez bien ça, qui décide de ce que vous êtes? Qui décide de ce que vous êtes? Le pouvoir de la terminologie, c'est un pouvoir politique déterminant à l'ère des médias et à l'heure. Alors là aussi, c'est un autre débat, il faudrait qu'on puisse aussi le déterminer, j'ai pas le temps. Je vais vers ma conclusion vraiment, parce qu'ils sont très inquiets, ils disent, il ne va jamais s'arrêter, parce que c'est terminé en Suisse. Donc on a ici la question, mais ce que je voudrais aussi, c'est l'Afrique. C'est aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer en Afrique et des enjeux qu'il y a d'une pensée africaine à référence islamique. C'est vrai au Sénégal, c'est vrai à l'heure où je vous parle maintenant, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire si vous ne comprenez pas les enjeux internationaux sur les positionnements à la Sénégal-Ouattara, tout ceci c'est lié aussi à des références, à une évolution de la pensée de l'intérieur. Et donc, ici, il faut les étudier. Il faut les étudier de façon d'autant plus importante qu'il y a 3 nouveaux acteurs déterminants. L'idée qu'il y avait la France qui s'occupait de l'Afrique, aujourd'hui, il faut commencer à revoir ceci. Et il voit bien, il n'y a pas que les extrémistes d'Al-Qaïda qui interviennent dans le désert subsaharien. C'est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, avec des références qui sont en train de se réveiller. Quand je reviens de Côte d'Ivoire, on était au Mali pour le colloque international des musulmans de l'espace francophone. Il y a une vraie pensée, comment est-ce qu'on fait pour rester fidèle à ça? Et c'est des pensées aujourd'hui qui ne sont pas uniquement politiques, qui ont bien compris qu'il faut poser la question de l'indépendance économique de ces pays. L'indépendance économique. Et là, on est aussi dans d'autres déterminations qui ne sont pas arabes, qui ne sont pas asiatiques, mais qui sont intéressantes à étudier aussi parce que ça se détermine entre ceux qui vont suivre le modèle ou ceux qui sont dans la résistance. Mais le nouvel acteur américain, le nouvel acteur chinois, et un troisième acteur qu'on étudie peu, et c'est pour ça que j'étais... Vous savez, moi je me suis opposé à lui dans l'étude qu'il avait faite sur le Rwanda, parce que le Rwanda était cher à mon cœur, j'y suis allé, je m'y suis engagé, j'ai des amis qui ont vu leur famille décimée au Rwanda, et d'ailleurs, ce serait très intéressant de faire l'étude sociologique de ce qui s'est passé entre les Hutus et les Tutsis, et même par exemple des Rwandais de confession musulmane. Récemment, j'étais en Turquie avec le Moufti du Rwanda. Vous savez qu'ils ont eu des attitudes extraordinaires d'ouvrir la mosquée pour les Hutus qui allaient se faire, les Tutsis qui allaient se faire massacrer, qui les protégeaient dans la mosquée. Ils se sont mis entre les deux. Mais pourquoi c'était important, c'est que je vous dis ceci pourquoi, parce que je me suis opposé à l'analyse de Pierre Péan sur la non-participation de la France. Or, on sait que la France, la Belgique, les Nations Unies ont eu une attitude au Rwanda absolument horrible. Il faut quand même le faire. Envoyer des forces des Nations Unies pour aller chercher les Blancs et laisser les autres se faire massacrer. On les prenait, les Blancs, on allait les protéger. Vous voyez, je veux dire, c'est aussi horrible que ce qui s'est passé à Srebrenica. On a dit aux gens, vous donnez toutes vos armes, on va vous protéger. Et dès qu'ils sont arrivés, ceux qui ont pris les armes sont partis. Ça a fait des dépressions pour des soldats hollandais qui sont partis et qui ont laissé les populations sans armes. On leur a pris leurs armes pour se défendre et on les a livrés aux Serbes. Ça, c'est une histoire récente pour ceux qui n'ont pas de mémoire. Eh bien, Pierre Péan écrit un livre là récemment, un truc tout à fait intéressant et qui révèle, pour ceux qui étudiaient, on le savait, mais pour le tout public, c'est un livre à lire, l'engagement d'Israël sur la question soudanaise, sur la question rwandaise, sur la présence israélienne en Afrique. Lisez ça. C'est très intéressant. Parce qu'encore une fois, je veux dire, c'est un vrai débat sur qui est en train de tirer les ficelles et de dire attention, la Somalie, les islamistes, les trucs, attention, les islamistes sont en train de coloniser l'Afrique. Il faut qu'on fasse très très attention à ces analyses superficielles. Voilà, ce que je voulais vous mettre en évidence, vous voyez la complexité. Tout ça, c'est l'évolution de la pensée politique. Où en est-on aujourd'hui? Ma conclusion en 3 points, le 1. C'est que partout aujourd'hui, sur la question du rapport au pouvoir du gouvernement et aux réalités de la résistance économique, partout, et on le sait tous, la référence islamique reste prégnante et attractive pour beaucoup. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en Turquie, c'est vrai partout. La référence islamique, c'est vrai au Maroc. Moi, j'ai rencontré, il y a des gens qui ne sont pas contents
mais là, ça reste attractif, c'est-à-dire qu'on sent que dans la référence islamique, on peut trouver une éthique, ou en tout cas des réponses principielles à un certain nombre de déterminations, sans que ça passe forcément par l'idée d'un État islamique ou non, mais la référence islamique en matière de produire quelque chose reste très attractive. Au moment où elle reste très attractive partout, à tel point où on vous dit, s'il y avait des élections transparentes dans la majorité des pays arabes ou dans les pays asiatiques, la référence islamique des islamistes serait beaucoup plus grande que ce qu'elle est, raison pour laquelle aujourd'hui, dans mon pays d'origine, l'Égypte, les élections approchent, 150 personnes mises en prison hier, des gens qui ont été torturés, des morts, une répression terrible. Terrible, c'est pour ça que moi je ne peux pas rentrer parce que je suis dans la critique du pouvoir sans être lié à aucun mouvement d'opposition, mais dans la critique de cette dictature très clairement qu'il y a en Égypte. Donc en l'occurrence, c'est très attractif. Mais en même temps, on s'aperçoit, et c'est très attractif jusqu'à la résistance, par exemple, qu'il y a en Palestine, tout le débat qu'il y a entre le Fatah et le Hamas, tout le monde sait qu'il y a une dimension d'attraction. Et en même temps, quand vous analysez chaque situation nationale, vous apercevez qu'il y a une crise. C'est-à-dire que la pensée politique islamique est en crise aujourd'hui. Elle attire, mais il n'y a pas de réponse claire à un certain nombre de défis. On a des réponses que dans l'opposition. C'est-à-dire de critiquer ce qui se fait au pouvoir. Mais chaque fois qu'il y a eu accès au pouvoir, rien. Il n'y a rien qui est réalisé. Ou alors mal. Et donc on est dans un facteur tout à fait, une situation tout à fait paradoxale d'attraction et de crise à la fois. La crise de la pensée aujourd'hui islamique en matière politique, elle est évidente pour tout le monde. Il n'y a pas de réponse. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un État islamique? Qu'est-ce que c'est qu'être fidèle aux références islamiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on critique le système néolibéral? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être dans la résistance? Il y a de ce point de vue-là une vraie crise. Si vous voulez aller chercher une réponse, vous allez vous apercevoir que c'est extrêmement difficile. Et donc, en l'occurrence, il y a une autre crise qui est importante, une autre difficulté qui est importante, c'est la relation entre le politique et l'économique. Il n'y a pas de pensée économique produite par des penseurs musulmans qui produisent une vraie contestation de la structuration politique. Ça n'existe pas. On est aujourd'hui dans ce qu'on appelle, vous avez vu les réponses superficielles. Nous avons la réponse à la dernière crise économique, le modèle islamique, l'économie islamique. Et on nous donne 2 ou 3 petits exemples de personnes qui ne sont pas tombées parce qu'ils appliquaient. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a pas de modèle islamique d'économie alternative. Il n'y a que des principes. Et ce que l'on fait, c'est s'intégrer dans l'économie capitaliste. Le malheur de beaucoup d'économistes musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils veulent faire comme le système capitaliste avec les dons de l'islam. On enlève intérêt, on enlève si, puis on met islam, mudaraba, musharaka, et on est content. On a le même argent, mais les halal. Il y en a qui passent par les paradis fiscaux pour blanchir leur argent, et il y en a qui passent par la terminologie islamique pour blanchir l'argent. C'est très grave, parce que dans le système, on y est intégré. De ce point de vue-là, une vraie pensée qui produirait une alternative économique contestant la gestion du politique, aujourd'hui, nous sommes véritablement en crise. Et donc, c'est à cela qu'il faut s'atteler. Et donc, moi, je comprends cette discussion aujourd'hui comme une vraie discussion critique sur la complexité de cette histoire, mais sur la responsabilisation des uns et des autres. Il y a une chose qu'on ne pourra pas dire à nous, qui vivons en Occident, qui avons l'éducation, qui avons un minimum de richesse. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, vous avez un minimum de richesse de survie. Vous avez un minimum d'éducation pour m'écouter, parce que si vous n'aviez pas le minimum d'éducation pour vous écouter, vous seriez en train de dormir, vous ne seriez pas éperdu. Comme le petit là. Je dis, c'est moi que tu parles. Donc, si vous êtes là, et donc, on reçoit une responsabilité sur ce plan-là. Vous ne pouvez pas critiquer les dictatures, la corruption, le manque de transparence, si de là où vous êtes en tant que citoyen, étudiant, sujet de votre histoire, vous ne développez pas quelque chose qui puisse être une alternative crédible, de façon économique ou en matière de résistance. Vous ne pouvez pas blâmer les systèmes et rester à l'intérieur des systèmes comme des passifs qui le consomment. La plus grande force du système, c'est de vous faire vous plaindre de système et de le consommer jusqu'à la vie. Et alors ça, nous sommes des champions. C'est-à-dire la résistance verbale et la consommation physique.
voyez ce que je veux dire? Mais soyez contents, c'est halal. Notre politique, c'est de passer par les syndicats. Alors après, vous pouvez vous dire, bon, c'est une... Mais attendez, c'est plus de 40 ou 50 ans d'histoire avec 28 millions d'adhérents. 26 millions et 28 millions d'adhérents, des mouvements de base dont on sait en Indonésie que rien ne peut être décidé si vous ne passez pas par ces éléments-là de référence. Alors là, vous avez à étudier ceci, c'est quelque chose qui est encore complètement différent du monde arabe. Et le monde musulman, c'est pas le monde arabe. On déplaise aux Arabes. Il y a tous ceux qui le réduisent au statu quo qu'il y a dans le monde arabe aujourd'hui. Donc il y a toute cette dimension-là. Ajoutez à cela l'exemple qu'on peut aussi, entre l'Europe et l'Asie, de la Turquie. Une chose, d'une pensée islamique qui a énormément évolué entre... Et c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que la pensée musulmane, aujourd'hui, elle évolue, en termes de politique, elle évolue très vite. Erbakan, qui a été le maître à penser de Erdogan. Lui, il est totalement en opposition avec ces idées qu'il faut entrer en Europe. Lui, il dit qu'il faut faire un G8 des opposants au G8. Et une force islamique, il va réunir l'Iran, l'Indonésie, et il les réunit. Il va tenir une année. La position de son propre fils intellectuel et spirituel, c'est de dire qu'il faut rentrer en Europe. Il dit exactement le contraire. Ils sont avec le même référentiel islamique, mais avec des stratégies complètement différentes. C'est aujourd'hui que Erdogan dit à l'Europe, vous ne voulez pas? Ben, on n'y viendra pas. On va aller voir du côté de la Chine, on va aller voir du côté de l'Asie, il y a des choses intéressantes, et il resitue sa position. Et tout à coup, ce qui est assez intéressant, quand j'étais aux États-Unis récemment, où on entend des gens qui étaient pour la Turquie qui va entrer, maintenant ils ont pris des distances vis-à-vis d'Israël, pris des distances vis-à-vis des États-Unis, ouvert un canal sur l'Est, on a dit, ah, mais ce sont des islamistes. Donc hier, c'était des musulmans modérés, maintenant ça redevient des islamistes. Mais comprenez bien ça, qui décide de ce que vous êtes? Qui décide de ce que vous êtes? Le pouvoir de la terminologie, c'est un pouvoir politique déterminant à l'ère des médias et à l'heure. Alors là aussi, c'est un autre débat, il faudrait qu'on puisse aussi le déterminer, j'ai pas le temps. Je vais vers ma conclusion vraiment, parce qu'ils sont très inquiets, ils disent, il ne va jamais s'arrêter. Je ne sais pas ce que c'est qu'inviter un Suisse. Donc on a ici la question, mais ce que je voudrais aussi, c'est l'Afrique. C'est aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer en Afrique et des enjeux qu'il y a d'une pensée africaine à référence islamique. C'est vrai au Sénégal, c'est vrai à l'heure où je vous parle maintenant. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire si vous ne comprenez pas les enjeux internationaux sur les positionnements à la Alassane Ouattara, tout ceci c'est lié aussi à des références, à une évolution de la pensée de l'intérieur. Et donc, ici, il faut les étudier. Il faut les étudier de façon d'autant plus importante qu'il y a trois nouveaux acteurs déterminants. L'idée qu'avait la France qui s'occupait de l'Afrique, aujourd'hui, il faut commencer à revoir ceci. Et il voit bien, il n'y a pas que les extrémistes d'Al-Qaïda qui interviennent dans le désert subsaharien. C'est beaucoup plus complexe que ça.